Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec la transformée de Laplace. Alors qu'est-ce que c'est que la transformée de Laplace par définition? Alors soit f, une fonction, de R dans R. La transformée de f, c'est L de f, qu'on note aussi grand F. Et souvent on note la variable de grand F, qui est P, donc f de P, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de exponentielle moins pt, f de t dt. On remarque que la variable de grand F est intérieure de l'intégrale, mais plus dans la fonction f, mais sur un exponentiel. On va, enfin, si on voit ça, on se dit, mais c'est quoi ce machin? Mais en fait, cet outil mathématique, qui est la transformée de Laplace, facilite beaucoup les choses, et on va voir ça dans diverses applications. Pour commencer, en application pratique de ces transformées, on part d'une borne 0, qui est en fait nos fonctions f vont être définies à partir d'un certain temps. Et comme origine du repère, on choisit généralement le temps t égale 0. C'est-à-dire que f de t, en fait, ce sera la fonction f tilde de t si t est supérieur ou égal à 0, et 0 sinon. F tilde, c'est la fonction f qui commence à prendre son allure, quoi. Sinon, on peut aussi dire que c'est la fonction f tilde de t qui multiplie gamma de t, qui est la fonction diviside ou bien la fonction échelon, qui vaut 0 si t est inférieur à 0 et 1 sinon. On est d'accord que f tilde, il peut prendre ce qu'il veut en moins l'infini 0, multiplié par la fonction gamma de t, c'est-à-dire par 0, ça va valoir 0 si t est inférieur ou égal à 0. Inférieur strictement, parce que à t égale 0, ça vaut. Donc, on peut commencer. On peut commencer par calculer la transformée de Laplace pour certaines fonctions usuelles. Par exemple, prenons f de t égale à 1. Bien sûr, je laisse sous-entendre que la fonction f commence à partir de t supérieur ou égal à 0. Et 0 sinon. Notamment, on peut marquer ici que f de t, c'est la fonction gamma de t. D'accord. Eh bien, f de p, c'est l'intégrale. On remarquera qu'on prend la borne 0, car ailleurs, la fonction est nulle, du coup ça sert à rien de compter l'intégrale. Du coup, on remplace l'expression de f par sa valeur, qui vaut 1. On intègre l'exponentielle. Une primitive de l'exponentielle moins pt, c'est l'exponentielle moins pt sur moins p. C'est une fonction, enfin c'est une primitive à connaître, qui nous donne en plus infini le t tend vers plus infini, donc l'exponentielle tend vers 0.
Et en 0, l'exponentielle vaut 1. Donc on a 1 sur P. Les deux signes se compensent. Si vous voulez, c'est égal à 0 moins exponentielle. Continuons. Maintenant, prenons f de t égale à t. Et bien, f de p, encore une fois, on peut calculer. Ça vaut l'intégrale. Ici, je le rappelle pas, hein, c'est t supérieur ou égal 0 de exponentielle moins pt. Je remplace sa valeur. Hop. Là, on intègre par partie. On dérive le t, on intègre l'exponentielle. Ainsi, en plus l'infini, l'exponentielle remporte, du coup ça tend vers 0. Et en 0, l'exponentielle vaut 1, t il vaut 0, donc le tout vaut 0. On a donc 0 ici, dans le crochet. Ici, le p sort, on a un plus, et l'exponentielle moins pt, on l'a vu avant, c'était 1 sur p. Du coup, on a plus 1 sur p carré. On a la transformée de la place de t qui vaut 1 sur p carré. On continue. Là, on fait un peu du hors programme prépa, parce que en fait, c'est pas très utile, mais il est facile de calculer pour f de t égale t exposant n, avec n un entier. Alors, la transformée de cette fonction, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini, toujours avec t positif, exponentielle moins pt. Je remplace directement le f de t. On intègre par partie. Toujours même chose, on dérive le t exposant n et on intègre exponentielle moins pt. Ok, alors, même chose, le crochet il va valoir 0, car en plus infini, l'exponentielle remporte, ça vaut 0, et en 0, c'est le t exposant n. Du coup, 0, là j'ai oublié de dériver, c'est n, plus n t de ce machin là. On remarque que c'est la transformée de t exposant n-1, et donc, si par intégration par partie, on a trouvé n sur p fois la transformée de la place au rang n-1, on aura de même si on intègre par partie n-1p, n-2 sur p, n-3 sur p, etc., etc. On se retrouve alors avec n, n-1, p exposant n. Là, on a intégré n fois par partie de fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins pt dt. Si on opère n fois, là on a opéré une fois, là on opère encore n moins une fois, on se retrouve avec t exposant 0. Mais l'exponentielle moins pt ne disparaît pas. Et ça, c'est la transformée de la place de la fonction échelon qui vaut 1 sur p. Du coup, on se retrouve avec n factoriel sur p exposant n plus 1. Voilà. Là, on retrouve notre cas n égale 0, c'est-à-dire la fonction échelon. 0 factoriel, ça vaut 1. 1 sur p, c'est bien ce qu'on avait. Et pour n égale 1, 1 factoriel, ça vaut 1. Et
px en 2, c'est p carré, 1 sur p carré. Maintenant, on peut faire la fonction exponentielle f de t c'est égal à exponentielle moins at. C'est la fonction exponentielle décroissante d'amortissement a. Car en physique, on n'aime pas les fonctions divergentes, du coup on prend a positif. Si a vaut 0, on se trouve avec l'exponentielle 0, c'est-à-dire 1, ça n'a aucun intérêt. On calcule la transformée de la place de ça. Bien sûr, si a était négatif, on a le droit d'utiliser la transformée de la place, sauf que la solution est divergente. Bon, en t qui tend vers plus l'infini. Bref. Je remplace directement. J'utilise la formule de l'exponentielle pour regrouper les termes. L'exponentielle de la somme, c'est égal au produit des exponentielles. Là, on va dire que p plus a, c'est u. Et donc, on se retrouve avec l'intégrale de l'exponentielle moins ut. Et ça, c'est la transformée de la place de 1. Mais à la place de p, on a u. C'est 1 sur u. C'est-à-dire 1 sur p plus 1. On remarque que par rapport à avant, c'est-à-dire ici, on a décalé p de p plus a. C'est tout à fait normal. En fait, quand on va multiplier exponentiellement at par quelque chose, on va remplacer tous les p par p plus a. Par exemple, prenons la fonction f de t égale t exponentiellement at. Toujours même chose, t est positif, a est strictement positif. On calcule f de p. On note u égale p plus a. On utilise la propriété d'exponentielle. Et là, on se retrouve avec 1 sur u carré. Par le calcul d'avant. C'est la transformée de la place de t. Mais au lieu de p, on a u. Et donc, c'est égal à 1 sur p plus a au carré. Remarquez que je ne dis pas de p tease quand je dis que c'est f de p. Et là, on n'a plus de p. C'est pas que la fonction f est indépendante de p, c'est-à-dire une constante, mais que la fonction u, c'est une fonction de p. U, c'est la p plus a. C'est u de p. C'est juste que j'ai la flemme d'écrire que c'est une fonction de p. Et donc, il y a toujours cette dépendance. C'est ce qu'on retrouve à la fin. On peut aussi également calculer f de t égale t exposant n exponentiellement à t. Si on suit ce que j'ai dit, ça décale juste le p de a, de p plus, enfin le p sans en p plus a. Du coup, si f de t, on aurait f de p égale, on applique la formule d'avant, n factoriel sur p plus a exposant n plus 1. C'est ce que j'ai calculé ici. N factoriel sur p exposant n plus 1. P plus a exposant n plus 1. Maintenant, on va faire sinus. F de t égale a sinus oméga t avec oméga un réel. F de p intégrale de 0 à plus d'infini exponentielle
pt. Ici, on a deux méthodes. Enfin, deux méthodes générales. Si on veut, on peut faire deux intégrations par partie, pour ensuite faire apparaître du sinus à nouveau, puis de factoriser. Ça marche aussi, mais je préfère la méthode complexe. Donc on va faire la méthode complexe. Intégrale de 0 à plus infini. Exponentielle moins pt. Formule de Moivre. Exponentielle i oméga t. Moins exponentielle moins i oméga t. Tout sort de j. Je regroupe les exponentielles. Ici, je peux utiliser que c'est la transformée de Laplace en de l'échelon, mais à la place de p, j'ai p moins i oméga. Du coup, on a 1 sur 2i, facteur de 1 sur p moins i oméga, moins 1 sur, ici pareil, p plus i oméga. Là, on peut mettre au même dénominateur. On peut remarquer que ici, les p ils vont simplifier. P plus i oméga, p plus i oméga, moins p moins i oméga. On n'oublie pas les parenthèses. Ça nous donne du 2i oméga. Car i oméga moins i oméga. Là, on a p au carré plus oméga carré. Si on utilise la formule de la conjuguée. Les deux i se simplifient. On se retrouve alors avec oméga sur p au carré plus oméga carré. On peut faire pareil avec le cosinus. Bon, le cosinus, on se doute, ce sera la même chose. On peut utiliser la formule complexe. On va pas refaire le travail. On va partir d'ici. On sait que la formule de Moivre pour cosinus, c'est un plus ici, et il n'y a pas de i. Ici, on a un plus, il n'y a pas de i. Ici, on aura donc un plus, ici, il n'y aura pas de i. Et quand on va faire le plus, on aura les i oméga qui vont simplifier, et on aura 2p. Le 2, il va simplifier avec le 2 ici. Du coup, f de p, c'est égal à p sur le même dénominateur, p au carré plus oméga carré. Voilà. On peut maintenant rajouter des exponentielles, croissants ou décroissants aux fonctions trigonométriques. Par exemple, f de t c'est égal à sinus oméga t exponentielle moins at. Normalement, si on suit ce qu'on a dit, le p va se décaler. Et bien en fait, c'est le cas. Si on prend sinus et qu'on rajoute exponentielle moins at, le moins at va aller avec le p. Du coup, on a p plus a. On fait le changement de variable u égale p plus a. Et on travaille ensuite avec tout le reste. Au lieu de p, on a u. On se retrouve alors avec oméga sur u au carré plus oméga carré, c'est-à-dire oméga sur p plus a le tout au carré plus oméga carré. On a alors et ça, c'est pareil pour le cosinus.
on remplace les p par p plus 1. Là, on a quasiment tout ce qu'on a dans nos tableaux normalement, sauf une qui est en fait l'impulsion de Dirac. Des fois, on appelle cette impulsion de Dirac fonction de Dirac, mais c'est mal appelé car en fait, l'impulsion de Dirac n'est pas vraiment une fonction, mais une fonction généralisée. Et cette impulsion de Dirac, c'est delta de t égale a 0 si t est égal à 0 et plus l'infini entre parenthèses si t égale 0. Et elle est un peu particulière car en fait cette fonction généralisée de Dirac, cette impulsion de Dirac a une masse égale à 1, c'est-à-dire que son intégrale vaut 1, sa densité de probabilité vaut 1 en t égale 0. Plus généralement, plus l'infini moins l'infini de delta t c'est égal à 1. C'est-à-dire que ce plus infini est tellement grand que ça arrive à donner une valeur à un point d'une fonction, qui est ici une impulsion. C'est pourquoi c'est pas vraiment une fonction. Ainsi, la transformée de la place de delta t, L de delta p, c'est égal à intégrale 0 à plus l'infini. Ici, on peut dire moins l'infini, hein. Aucun souci. C'est exponentielle moins i pt delta t dt. Et on a vu que la fonction de l'impulsion de Dirac donne toute sa masse au t égale 0, c'est-à-dire que ça vaut exponentielle moins pt en 0. C'est-à-dire exponentielle 0, 1. Voilà, on a complété tout notre tableau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.